Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais à nouveau m'attaquer à l'exercice de l'analyse. On m'a demandé, vous êtes de plus en plus nombreux à me demander, à me donner des noms à analyser. Donc ça me fait plaisir parce que ça veut dire que le Vedanta a piqué votre curiosité. Et ça, c'est un merveilleux cadeau d'Ishvara. Donc Ishvara, c'est Dieu, l'univers euh, qui a mis le Vedanta sur votre route. Ça veut dire que vous êtes des gens curieux et surtout des gens qui ont besoin de comprendre. Et ça, c'est un prérequis. C'est cette volonté de comprendre concrètement quel est ce monde, qui sommes-nous, qui est Dieu. Et le Vedanta répond à toutes ces questions précisément. Alors, ici, je vais analyser Ganga, Gangaji, je ne sais plus comment on l'appelle. Donc, parce que ben voilà, on me l'a demandé. Donc, j'ai été sur sa chaîne. Je vais partager mon écran sans plus attendre. Comment je faisais comme ça? Voyons voir un petit peu. Voyons voir un petit peu. Ok, est-ce que ça marche comme ça? Non, c'était comme ça. Merci pour votre patience, le temps que je fasse mes petits réglages techniques. Donc, en principe, là, vous voyez Ganga Satsang français. J'ai pris tout simplement la première vidéo parce que c'est la plus récente. J'aurais aimé trouver quelque chose de court, mais tout dépasse l'heure, donc tant pis. Donc, j'ai pris cette vidéo-ci. Bon, j'ai pas grand-chose à dire d'elle dans le sens où je la connais de nom, hein, Gagamira, voilà, c'est ça. Je la connais de nom, mais il n'y a pas de description sur sa chaîne, donc euh, quelqu'un qui tombe sur elle pour la première fois, ben, il sait pas dire ce qu'elle fait. Et je sais juste que elle a appris auprès de Papaji, et Papaji n'est de toute façon pas un maître védantin, à savoir, il fait partie des néo-advaitins, donc ces maîtres, ces enseignants en fait qui transmettent effectivement la non-dualité, mais Papaji lui-même a appris auprès de Sri Ramana, et donc Sri Ramana, c'est la technique qui suis-je, où on observe à l'intérieur et on espère retrouver le soi, si je peux dire ça comme ça, ben voilà, en faisant ce genre d'investigation. Alors, j'ai passé l'introduction et je me suis arrêtée ici parce qu'une personne lui pose une question. Je n'ai écouté qu'une minute et donc c'était déjà très intéressant. Le but ici est de comparer les enseignements qui ne sont pas basés finalement, j'ai envie de dire, sur des shastras. Donc, c'est quoi? C'est un corps scriptuaire. Ce sont des textes révélés. C'est censé être la parole de Dieu. En tout cas, dans la tradition, c'est reconnu comme la parole de Dieu. Le Vedanta, il se repose là-dessus. Il ne se repose pas sur ce que les maîtres, ce que les enseignants vivent, perçoivent, déduisent de leurs expériences, mais bien sur ce que nous disent les textes. Et ça change tout. Et c'est pour ça que le Vedanta ne bouge pas d'un poil parce qu'il est transmis de maître en maître et ne se repose pas sur un maître en particulier. Donc le Vedanta est le même dans la bouche de tous les maîtres védantins traditionnels. C'est pas le cas de des Papaji et du coup de Gangamira évidemment, qui se repose sur sa compréhension personnelle finalement et pas sur un corpus scriptuaire valide et validé à travers les millénaires. Le Vedanta est une science, un outil qui est là depuis, la tradition nous dit que c'est intemporel, mais bon, certains remontent jusqu'à entre 8000 et 10 000 ans. Donc, on peut dire que c'est un truc qui a fait ses preuves. Donc, voyons un petit peu Gangamira. Donc, on entend la voix d'une jeune fille qui pose une question et voyons sa réponse par rapport à ce que le Vedanta nous dit. Bonjour. Je ne sais pas si je vais l'exprimer correctement avec des mots, mais je me demandais comment faire pour aller au-delà du corps, justement, des émotions et du mental.
C'est une grande question. Et en même temps, qui pose la question? Le jeu, je Le suppose. mental. Le jeu accroché à son mental. Donc, on voit que les questions et les réponses restent dans le mental. Et c'est justement ça qui fait qu'on cherche, ou qu'on trouve, mais on trouve des expériences alors, des accomplissements, des achèvements, pas ce qui est le fondement de tout. Donc, quand une pensée arrive, pour une fois, ne pas l'accrocher. Qu'est-ce qui se passe alors? Tu me dis, on peut le faire juste maintenant. Quand quelque chose... J'arrête déjà ici. C'est très rapide, hein. J'interromps déjà. Pourquoi? Parce que ça avait super bien démarré. Elle pose une question extrêmement pertinente à la dame, enfin, ou la jeune fille, et elle lui demande qui pose la question. Et la jeune fille répond, c'est le jeu. Ben oui, c'est le sujet de sa phrase, ok. Mais elle n'a pas du tout approfondi Gangamira, alors que c'est une clé fondamentale. Euh, Elle n'a pas du tout approfondi, c'est dommage, elle est complètement passée à côté. Elle est complètement passée à côté, pourquoi? Parce que le Vedanta est extrêmement clair. Le Vedanta, en fait, nous amène la vision juste. La vision juste, elle va toucher premièrement au système identitaire. Je me prends pour ce personnage qui a un corps, qui a des émotions et qui a des pensées. Et donc, elle aurait dû vraiment mettre les pieds dans le plat et déjà exprimer à la personne, mais qui est ce jeu qui pose la question? Et, et donc, elle a juste dit, oui, ça reste dans le mental. Mais oui, mais le jeu, il n'est justement pas le mental, il est complètement séparé du mental et il fallait vraiment pointer là-dessus. Là, c'est dommage. Elle a elle-même commencé un truc et elle a pas du tout poursuivi. Elle n'a pas du tout poursuivi. Elle est partie dans des histoires d'expérience, etc. Bon, allez, on va continuer, mais ça, c'est dommage. Elle a raté une belle occasion de remettre les choses à leur place. Le Vedanta remet les choses à leur place. Qui est qui fait quoi? Parce que il est extrêmement important que la personne qui pose une question ait une réponse claire et logique. Le Vedanta est extrêmement logique. Pourquoi? Parce que c'est une science. Ce n'est pas une philosophie où on s'interroge et où on parle de manière extrêmement poétique du soi, etc. Non. Et cette logique permet à n'importe quelle personne, ben justement, de comprendre ce qui se passe. Et quand tu comprends ce qui se passe, ben du coup, tes questions changent. Elles se transforment au fur et à mesure de ta compréhension. Quelque chose surgit, que ce soit une sensation, une émotion, quelque chose qui se passe dans le corps ou une idée, c'est quelque chose qui surgit. C'était pas là avant, ou bien c'était là avant, mais ça s'est éteint et puis c'est revenu. Donc c'est pas là avant, ça a une durée et puis ça disparaît. Donc on peut très bien, cela veut dire que c'est un objet, même si l'objet est très subtil. Là, elle mélange deux enseignements différents. Premièrement, tout ce qui est séparé de nous, tout ce qui est observé, est considéré comme un objet. Ça, c'est une chose. Donc, effectivement, ce corps, ce personnage que j'observe, moi, j'observe Delphine en ce moment, hein, parler. Donc, c'est un objet. Delphine est un objet. Les pensées qui surgissent, qui passent devant moi, dans ma tête, entre guillemets, c'est vu. Donc, c'est un objet. Les émotions, les sensations, tout ça sont des objets. Donc, ça, c'est un premier enseignement du Vedanta. Et c'est la description même de la dualité. La réalité dans laquelle le petit personnage se trouve, cette jeune fille, Gangamira, moi-même, est une réalité très concrètement duel. Ça veut dire duel, ça veut dire qu'il y a deux choses. La dualité, ça veut dire qu'il y a deux choses, à savoir ce fameux jeu, le sujet, qu'elle a pointé, mais après elle a plus été dedans, et ce qui est à l'extérieur de moi, les objets. Donc là, quand la jeune fille, sa question initiale était comment faire pour passer au-delà du corps, de l'esprit, des émotions, du mental et des émotions, je crois que c'était ça. Je suppose que l'idée derrière la question, c'est comment je fais pour rejoindre le soi.
et que j'arrête de me prendre pour ce corps, ces idées, ces émotions, comment je dépasse ma condition humaine pour arriver au soi. C'est comme ça que je comprends la question. Et donc, quand elle pointe qui pose la question, ben c'est le sujet. C'est justement déjà le soi que tu es. Cette conscience, hors du temps, hors de l'espace, etc. Et tout ce que tu observes, ton corps, tes émotions, ton mental, avec les idées, les machins, ça, c'est des objets. Tu ne peux pas être donc, il n'y a pas à dépasser un truc que tu n'es pas. Il y a juste à remettre les choses dans leur contexte. Donc, elle parle d'objets. Donc, elle présente un premier enseignement, mais par contre, elle l'a complètement mélangé avec le fait que ces objets arrivent et repartent, arrivent et repartent. Ça, c'est un autre enseignement qui dit que tout dans cette réalité, donc Maya, dans cette réalité duelle, donc là où il y a des sujets et des objets, tout a un début et une fin. C'est comme ça que tu fais la différence entre le réel et l'irréel. Tout ce qui est réel, c'est justement ce qui est hors de l'espace, hors du temps, jamais né, donc intouché, intouchable. C'est le fameux je qui observe. C'est le je qui n'a pas de corps, qui n'est pas touché par les émotions, qui est toujours présent en fait. Tandis que le reste, en fait, a un début et une fin, comme tout ce qui fait partie de Maya. Maya, c'est donc la 3D, la 4D, la 5D, etc. C'est cette réalité duelle dans laquelle nous sommes. Et c'est aussi le monde manifesté, Prakriti, pour reprendre le terme sanskrit. Et donc là, elle est en train de mélanger deux trucs, sans faire des grandes distinctions, sans faire comprendre la base, en fait. D'un côté, tu es dans une réalité duelle, avec des objets séparés de toi. Tout ce que tu observes, c'est objet. Donc, ça peut pas être toi. Tu peux pas être l'observateur et l'observer en même temps. Et deuxième chose, tout ce qui appartient à cette réalité duelle, le monde de Maya, Maya veut dire l'ignorance, hein, c'est un monde d'illusion. Et donc, tout a un début et une fin. Et donc, je sais pas pourquoi elle l'emmène dans le début et une fin. Bon, pour lui, là, elle est en train de parler de sa pensée. Donc, effectivement, les pensées, comme tout ce qui fait partie de Maya, les pensées, tes émotions ont un début, une fin. Ta vie elle-même, ton corps, il naît puis il meurt. La planète elle-même a un début, une fin, etc., etc. Donc, tout ce qui fait partie du monde manifesté, tout va disparaître à un moment donné. Tout naît et disparaît, naît, disparaît, naît, disparaît. Bon, continuons. Qui ne semble pas être un objet, mais tout ce qui apparaît peut devenir un objet. Attention, tout ce qui apparaît peut devenir un objet. Non, tout ce qui apparaît est un objet. C'est le principe même de la dualité. Il y a un sujet qui observe et il y a des objets. Donc tout ce qui apparaît est observé. Donc tout est objet. Ce n'est pas une possibilité, c'est une affirmation ferme. Parce que je le vois. Tu me suis? Oui. Oui. Donc il y a je et l'objet. Donc, si je ne sais pas ce qui se passe maintenant ici, mais qui ressent ce qui se passe là maintenant avec toi? Qui ressent cela? C'est impossible à ce stade-là à la personne à répondre. Là, elle vient de faire ce que j'appelle un saut en longueur ou un grand écart. Elle vient de passer à un enseignement de base où en plus c'est pas clair et où elle a croisé des infos entre le monde manifesté où tout naît et meurt et entre la dualité, allez, je suis le sujet et j'ai des objets que j'observe. Et là, schlac, elle demande qui est ce je, qui voit le truc. Et il faudrait que la personne soit déjà à un niveau élevé par rapport à la conscience qu'elle est. Un enseignant du Vedanta, un maître qualifié, parce que le Vedanta, pour enseigner le Vedanta, il faut être un maître qualifié. Qu'est-ce qui fait, quelles sont les caractéristiques d'un maître qualifié? C'est que justement, il est capable de s'adapter à la personne qu'il a en face. Il y a des étapes de compréhension. Si on prend les mathématiques, tu peux pas commencer par
apprendre à un enfant des racines carrées, des théorèmes de Pythagore, des choses comme ça. Il y a des étapes. Il faut d'abord apprendre les nombres entiers. Il faut d'abord apprendre à compter. Il faut apprendre à faire ensuite les petites opérations, addition, soustraction. Après, on passe dans des trucs un petit peu plus compliqués. On va partir dans les multiplications, on va partir dans les divisions. Et puis, allez, on va apprendre la table des matières. Et puis, on va apprendre des calculs un peu plus complexes. On va apprendre les décimales, les nombres négatifs. Etc., jusqu'à arriver à des niveaux extrêmement élevés. Tu peux pas commencer à parler des nombres premiers et puis te demander combien fait la racine carrée de 3852. Je parle au hasard, aucune idée si c'est un chiffre qu'on peut faire une racine carrée. Soit, mais vous m'aurez compris. Là, elle vient de faire un grand écart et c'est impossible que la personne d'elle-même arrive aux bonnes conclusions. La seule chose qui pourrait se passer ici, et c'est ce qui se passe avec des Muji, c'est ce qui se passait avec des Papaji, etc., donc son propre enseignant, la seule chose qui peut se passer ici, c'est que éventuellement, ça, j'en sais rien, je connais pas Gangamira, mais c'est que elle est tellement chargée au niveau énergétique qu'il y a des ouvertures qui peuvent se passer chez l'interlocuteur. C'est les fameux flashs qu'on a au pied d'un maître, hyper spirituel et du coup, waouh, tout d'un coup, on voit le soi, on voit la réalité, on comprend la non-dualité, on a des flashs, notre mental est zappé, on n'arrive plus à penser, etc. Sauf que le mental, il peut pas se l'approprier. Parce que pour que le mental s'approprie des racines carrées et des choses comme ça, il faut qu'il y ait eu une logique que le mental ait pu intégrer pas à pas et déconstruire justement sa vision erronée du monde. Parce que le Vedanta, qu'est-ce qu'il nous apporte? La vision juste de ce qu'est le monde, de ce que nous sommes et de qui est Dieu. Et donc, si tu travailles pas étape par étape et si tu t'assures pas que la personne ait compris l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, etc., elle va pas pouvoir arriver au truc. Mais parce qu'il y a des révélations, parce qu'il y a des flashs énergétiques qui se passent souvent en satsang. Pourquoi? Parce qu'on est en présence d'un esprit sattvique, d'un esprit lumineux, d'un canal énergétique. Et puis en plus, il y a une sangha, donc une communauté qui se rassemble avec avec cette vibration, cette demande envers Dieu. Je veux me connaître, je veux savoir qui je suis. Et tout ça crée une ambiance extrêmement propice à avoir des flashs. Les flashs ne sont pas l'éveil, ne sont pas la réalisation du soi. C'est juste un flash. Et donc, comme tout événement dans Maya, dans le monde manifesté, ça a un début et ça a une fin. Tu vas rentrer chez toi après ça, tu vas te sentir super cool, super zen, etc. Mais petit à petit, la vie va reprendre son cours, tu vas te refaire bouffer, tu vas te reprendre les pieds dans le tapis pour les mêmes conneries, tu vas t'énerver pour les mêmes trucs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun enseignement qui a été concrètement assimilé par ton système, par ton mental, justement. Le mental a besoin d'une logique d'être nourri. Et les gens, en fait, justement, ils arrivent au Vedanta quand ils sont épuisés d'avoir fait 1 million de séminaires, de satsang, de retraites spirituelles, etc., où à chaque fois, ils se sentaient super bien, mais après, ils se sont rendus compte, effectivement, qu'ils revenaient toujours. Et puis, à un moment donné, ils se disent, il me manque un truc, force est de constater que j'ai pas encore la clé en main et que je comprends toujours pas tout. C'est normal parce que les enseignements sont tout mélangés, ça ressemble à rien. C'est comme j'ai entendu dire ça, j'ai entendu dire ça, j'ai entendu dire ça sur le mental, j'ai entendu dire ça sur les expériences, j'ai entendu dire ça sur le soi, sur le je, et allez hop, et je fais une belle grosse soupe et je te balance ça dans la figure et vas-y, démerde-toi, tire ton plan et retrouve le soi comme ça, quoi. Tu as déjà répondu? C'est moi. C'est le jeu. je. Oui, eh ben, C'est je. C'est je, oui. C'est Oui. clair pour toi. Oui. Donc, il y a. elle va pas dedans, hein. T'as déjà répondu, c'est le jeu, c'est clair pour toi, mais demande-lui ce qu'elle considère être le jeu. Est-ce que cette jeune femme, quand elle te répond le jeu, est-ce que je me rends compte que je m'emballe, mais c'est tellement, ça manque de clarté, c'est agaçant en fait. C'est agaçant parce que c'est comme ça que les gens, ils savent même pas de quoi on leur parle, ils sont complètement perdus, quoi. On te pose des questions concrètes, réponds concrètement, quoi.
et demande concrètement, cherche à comprendre c'est quoi son niveau à cette jeune fille. Comment veux-tu t'adapter à son niveau de compréhension si tu sais pas ce qu'elle entend quand elle te répond je. Elle pourrait très bien encore être complètement identifiée à son personnage, à la jeune fille qu'elle est. Et quand tu demandes je, tu lui demandes même pas va chercher. Si elle te répond ben je sais pas moi, allez Delphine. Oui, mais c'est qui Delphine? Va chercher. Qui c'est? Qui... Et tu pousses et tu pousses et tu pousses et comme ça, ça te permet de jauger jusqu'où va sa compréhension. Là, je suis très surprise hein, parce que j'avais toujours entendu beaucoup de bien de Gangamira, comme quoi elle était vachement. Je suis très surprise du niveau là, honnêtement. Même pas juste un pas à faire, il y a un pas à défaire. Et cette question peut aider d'une façon tellement efficace. C'est bon, je suis je maintenant. Je est clair. Je me libère. Ben non, je est pas clair. Et je suis je maintenant. Elle rentre pas dans les spécifications. Elle n'explique rien. C'est vraiment du tire ton plan, quoi. Et ça, c'est la méthode Sri Ramana mal comprise. Sri Ramana est connu pour le qui suis-je. Donc, à savoir, je me mets en état méditatif. C'est quoi l'état méditatif? C'est pas je fais comme ça et je fais des ohms et des machins. L'état méditatif à des niveaux élevés dans la tradition, donc des niveaux, comme je disais, il y a des étapes. C'est pas qu'on est supérieur ou quoi, c'est juste qu'on a assimilé la connaissance. Et donc, Sri Ramana était à un niveau extrêmement élevé. Il avait l'esprit extrêmement purifié. Et donc, lui, du coup, s'adressait à des gens ultra qualifiés, en fait, qui avaient déjà fait toute leur primaire en mathématiques et le reste. Et donc, l'état méditatif, c'est en fait, c'est, je fais la différence entre le réel et l'irréel. Donc, justement, tout ce qui est objet à l'extérieur de moi, c'est mis sur le côté. Les pensées, les émotions, les bruits que j'entends, etc. Je suis pas ça. Je suis cette conscience intouchée, intouchable, hors du temps, de l'espace. C'est ça l'état méditatif. Et du coup, quand tu fais ça, remonter à qui suis-je, c'est vraiment goûter à ce que tu es. Mais tu mets ça dans les mains de gens qui n'ont pas fait les premières étapes, ils vont jamais, jamais, jamais réaliser le soi comme ça. C'est juste impossible. Là, elle fait un grand écart en fait. Et ça va pas marcher pour eux. Ça, c'est sûr et certain, ça va pas marcher pour la jeune fille, mais sûr et certain. Je l'entends, la façon dont la jeune fille répond, et elle va pas dans ce jeu. Elle s'assure pas que la jeune fille a passé toutes les étapes. Alors que sa question même, en fait, était la preuve qu'elle n'a pas compris qui était ce jeu. Allez, quand on est de l'autre côté, quand on a appris tout ça, quand on a appris les racines carrées et compagnie, c'est évident quand quelqu'un te demande encore c'est quoi une multiplication ou c'est quoi une addition. Alors tu sais que tu dois redescendre. De ce que je connais de ce jeu, et je me pose la question, mais qui suis-je? La réponse n'est pas dans ce que j'ai quitté, la réponse est là où la question disparaît. Qui suis-je? C'est même pas ça. Et de nouveau, hein, ce qui suis-je s'adresse à des esprits ultra préparés et qui sont déjà vachement loin sur le chemin de la compréhension. Elle dit, elle parle de ce qu'on a quitté. Quand tu sais que tu es le soi, cette conscience, t'as jamais été nulle part et il n'y a jamais rien qui t'appartient. Donc, qu'est-ce que tu quittes? Même elle, hein, qu'est-ce que t'as quitté? T'as rien quitté en fait. Parce que, allez, si on parle d'une idée qu'on lâche, qui lâche une idée? Ben, c'est toujours le petit jeu duel. Parce que la conscience, elle s'est jamais appropriée l'idée. Elle est intouchée par les idées. Elle a pas de mental, la conscience. Elle n'a pas des yeux pour voir. Elle n'a pas un cerveau pour réfléchir. La conscience, elle est en dehors du jeu complet de mon personnage. Donc, si à ce moment-là, Gangamira lui dit ce jeu, tu peux le voir parce que tu as quitté le truc, la jeune fille d'un côté, elle se prend toujours pour son jeu, en fait. Ça, c'est sûr et certain. Et en plus, tout d'un coup, elle déclare, maintenant que tu as quitté
Les idées, donc les objets, que ce soit les pensées, les émotions, le corps, etc. Ben, comment veux-tu qu'après se projette dans la conscience, parce que la conscience, elle n'a jamais rien quitté, vu qu'elle s'est jamais rien approprié. La conscience, elle n'a pas de pensée. Elle est ce qui permet à ce système-ci, à ce jiva, ce personnage, d'avoir des pensées. Elle est ce qui permet l'observation des pensées. Elle est l'observation elle-même, la conscience que je suis. Mais elle s'approprie pas des trucs, elle y va pas, ou ça elle veut pas le voir, ça elle veut pas ressentir, non. C'est très bancal son truc, hein, Gagamira. Je sais que je l'interromps à peine elle dit une phrase, mais parce que c'est comme si moi je te demande c'est quoi une multiplication et que tu te dis alors et que tu pars dans des trucs poétiques et tout et que tu vas dans plein de niveaux différents, ça marche pas, ça marche pas. C'est pas clair. C'est cela même que je cherche. Je suis cela. C'est ce qui est indiqué par être, qui est avant toute naissance, qui est pendant toute vie. C'est le fondement de tout. Ce qu'elle dit là, c'est tout à fait juste et correct, hein. Tout comme quand elle parlait des objets, c'était correct. Bon, sauf quand elle a dit ça peut être vu comme non. C'est vu comme, dès que c'est vu, c'est un objet, point. Tout comme les expériences qui vont et viennent. Il y a plein de vérités dans ce qu'elle dit, hein. Euh, mais là, de nouveau, elle vient de faire un méga grand écart, quoi. Elle est passée de la base à boum. Et alors quoi? Elle la regarde, genre, ça y est, tu vas capter, c'est bon, t'y es, non. Et alors, du coup, il y a une poussée énergétique là, hein. C'est allez, maintenant, je te transmets mes vibes, comme ça, avec un peu de chance, tu vas avoir un paf, tu vas avoir un beau flash sattvique dans ton mental, justement. Parce que ces moments de lucidité temporaire, ces gros flashs qu'on a, allez, c'est ça m'a dit, comment, qui dure quelques secondes, hein, bon, pour les plus chanceux, quelques minutes, etc., voire quelques heures, des fois un jour ou deux, ça dépend de l'intensité et de l'intensité énergétique aussi qui passe par l'enseignant. Mais allez, c'est marrant, quoi. Là, honnêtement, personnellement, j'ai vraiment l'impression qu'elle se repose sur son énergie, en fait, Ganga, quand elle fait ça. Quand, la position, si vous regardez la position des machins, on dirait que là, elle se repose sur l'énergie. Alors que un maître, il se repose sur la vérité, quoi. Et il bombarde ton cerveau de vérité, il s'assure que tu es bien compris, que tu te l'es bien approprié et il te fait passer en douceur étape par étape, jusqu'au moment où il voit une résistance. Et du coup, on travaille à ce niveau-là, on s'arrête à ce niveau-là. Ce qui est logique, hein. C'est pareil, hein. Tu apprends un sport, je sais pas moi, tu vas à la salle, tu commences avec les petits poids et tout, ah, ça tient, ok, je mets un petit peu plus et puis un petit peu plus, et puis paf, là j'arrive, je peux plus quoi. Donc là, je vais devoir m'entraîner avant de pouvoir passer au niveau supérieur. C'est ok, mais je vais pas, allez, t'envoyer toutes mes ondes là, tout mon sadvic, comme ça, paf, tu vas avoir un flash et ça va se passer quoi. Euh, et en plus, ce qui va se passer de l'autre côté, allez, toi, tu vas là, t'es hyper impressionné, t'es devant un grand maître, grande réputation et tout, et oh, putain, je dois comprendre, je dois comprendre, je dois comprendre, et ça te fout une pression en plus. C'est genre, si je comprends pas, je suis vraiment trop con, je suis trop nulle, la pauvre, au lieu de se mettre à son niveau à elle, quoi. Qui suis-je? Dis-moi ce Allez, qui hop, se passe, hein? hop, qui suis-je? Allez. Bah, quand je me dis qui suis-je, j'ai la tête vide en fait. Enfin, j'ai pas de. Ok, mais pourquoi est-ce que tu dois te décrire? Parce que si tu commences à te décrire à nouveau, Hmm, tu décris une expérience qui se passe, qui se passe pour je. oui, Et la question qui suis-je te détache de cette identification à je. oui.
qu'elle est en train de lui demander, c'est absolument impossible. Mais absolument impossible. Parce qu'elle essaye de lui faire remonter qui suis-je, à un esprit vraiment pas prêt pour ça, de un. Et de deux, elle oublie quand même de dire une chose fondamentale à cette jeune fille. Et du coup, la jeune fille, elle va partir extrêmement frustrée. Parce qu'en fait, elle lui a donné une excellente réponse, cette jeune fille. Elle a dit, ben, quand je cherche qui suis-je, il n'y a rien. Il n'y a pas d'idée, il n'y a plus de pensée, ma tête est vide. Et elle est déjà en train de goûter à ça, en fait, la jeune fille. Et l'autre, elle lui dit pas. Elle dit, oh, dès que tu dis dans ma tête, hop, ça y est, tu t'es de nouveau identifié. C'est logique. Elle n'a pas passé toutes les étapes. C'est normal qu'elle s'identifie à ce stade-ci à son personnage et qu'elle cherche dans sa tête. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait légitime. Mais elle est déjà en train de goûter au truc. Et elle, en fait, qu'est-ce qu'elle lui dit? Non, t'es en train de parler de ta tête, t'es encore en train de te prendre pour l'humain et tout que t'es pas. Et là où, parce que donc déjà, comme je disais, elle a sauté une étape par rapport au niveau de la jeune fille, mais en plus, il y a un truc que je sais même pas si Ganga Mira à ce stade-ci l'a compris elle-même, parce que c'est bizarre ce qu'elle est en train de dire, mais il est clair que tu ne pourras jamais t'expérimenter en tant que conscience. Tu ne pourras jamais te voir. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens n'ont pas compris, ceux qui passent par, allez, toute la clique à Papaji, les qui suis-je. Donc, il y a elle, il y a Muji, etc., et qui en fait viennent de Sri Ramana quand tu remontes le fil. Mais Sri Ramana, ça s'adressait à des gens ultra qualifiés et pas à n'importe qui débarque en satsang et qui pose des questions à ces niveaux-là. La conscience que nous sommes ne peut pas être expérimentée. C'est l'existence elle-même. C'est ce que nous sommes H24 pendant toutes les expériences. Cette jeune fille est cette conscience, Atman, le soi, qu'elle soit en train de chercher dans sa tête, qu'elle soit en train de se libérer des pensées, qu'elle soit en train de parler à Ganga ou qu'elle soit en train de dormir dans son lit profondément ou qu'elle soit en train de râler en conduisant parce que quelqu'un lui a fait une queue de poisson. Tu ne peux pas voir le sujet. Tu es le sujet de ta phrase. Tu es ce je. Le je ne pourra jamais être vu. Ça, c'est hyper fondamental. Arrêtons d'essayer de pousser les gens à retrouver leur conscience, à trouver qui ils sont. Ça ne se trouve pas. Ça se comprend. Tu ne peux pas expérimenter ce que tu es déjà. Tu sais que tu es là, tu sais que tu existes. J'ai pas à te le prouver et tu n'as pas besoin de sauter à l'élastique pour savoir que tu existes. Ce savoir profond que tu existes en ce moment, il va au-delà du fait que tu es un corps, parce que quand, par exemple, quand tu rêves, tu sais que tu es dans ton rêve, tu sais que tu existes dans ce rêve, tu sais que tu es en train de le voir, ce rêve. Pourtant, tu n'as pas de corps dans ton rêve. Dans le sens, il est en train de dormir dans le lit. Tu es là juste avec ton esprit. Et c'est ça la conscience que nous sommes. Et donc, demander à quelqu'un de remonter dans le qui suis-je, ça va jamais se faire. Allez, tu es en train de lui faire chercher un objet, justement. Donc, tu la mets toi-même dans la dualité. Comment veux-tu qu'elle comprenne que ce monde allez, déjà est non-duel, mais là, il faut même pas aller à cet endroit-là parce que on n'est pas du tout à ces niveaux-là. Ça sert même à rien de parler de non-dualité. Mais comment veux-tu la faire remonter à la conscience qu'elle est en lui demandant de chercher un qui suis-je, quoi? À ce niveau-là, c'est littéralement impossible. Parce que la personne, sûre et certain, va chercher un objet, va chercher une révélation, va chercher une expérience, une espèce de flash. Alors que ce vide-là, c'est ce qui suis-je. Mais même quand elle est attachée à son corps, même quand elle est attachée à ses pensions, à ses pensées et en plein mouvement de ses émotions, elle est toujours ça. Elle n'a pas besoin de chercher quoi que ce soit. Elle n'a même pas besoin de faire le vide dans sa tête. Elle n'a même pas besoin de mettre sur le côté des choses. Ça, c'est complètement erroné. En fait, ça, c'est vraiment la voie de Sri Ramana, mais de nouveau, c'est pas du tout adapté. Et c'est là où on voit que des gens comme Gangamira, etc., et comme Muji n'ont pas reçu des enseignements structurés, logiques du Vedanta. Et te bombardent de trucs qui, quand ne sont pas adaptés au niveau de la personne que tu as en face, ça va créer énormément de frustration. Et ces gens vont passer
Si ça leur fait pas tilt à un moment donné, qu'il y a un problème dans l'enseignement qu'ils sont en train de recevoir, ils peuvent passer mais des années, des 20, 30 ans au pied de maîtres comme ça, et ça fera jamais clic en fait. Parce qu'ils sont complètement guidés là où ils devraient pas. Voilà, rien. Et, ok, ton mental dit rien, ok, Oui. mais tu laisses passer aussi, parce que sinon tu vas de nouveau faire l'expérience du rien et va croire que c'est ça. Ce que tu es vraiment ne pourra jamais être connu Ah, par je. Je connais des aspects. mais de nouveau, c'est quoi ton jeu? Explique ton jeu. À aucun moment, Gangamira lui dit qu'est-ce que tu es, quoi, alors que c'est la base de tout. Qui est ce jeu, quoi? Comment veux-tu que la personne comprenne ce qu'elle cherche si tu lui dis même pas ce qu'elle cherche? Je comprends pas. Franchement, je comprends vraiment pas cette technique. Pour peu qu'on puisse appeler ça une technique, je comprends pas. Je connais les aspects qui sont limités par le fait même de la création qui est duel. Oui. Mais si tu veux réaliser ce que tu es vraiment, sache que tu l'es en permanence, pas en tant que personne, Très juste. mais je va exprimer des choses, spontanément. Ah, de nouveau, hein, elle fait des mélanges là, hein. Attention, si le je, donc d'abord elle commence par lui dire des trucs très justes. Tu l'es en permanence, quoi qu'il se passe, etc. Donc le je dans ce cas-ci, c'est la conscience que je suis. Mais après, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Merde, je l'ai perdu. Elle vient de donner une qualité à la conscience. Euh, on a combien? 11,52. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Sache que tu l'es en permanence, pas Ouais, en tant que personne, exact. Donc, si je ne suis pas une personne, je suis quoi? La conscience, Atman utilise les termes. Le Vedanta est extrêmement précis, c'est une science, hein, donc il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il n'y a aucun truc flou. Arrête de dire le je, parle-lui de sa conscience. Elle est une conscience. Donc, elle est permanente et elle n'est pas du tout le personnage. Le personnage, c'est le jiva en sanskrit. La conscience, c'est Atman, le soi. mais je va exprimer des choses. Ben voilà, je va exprimer des choses. Non, Atman ne fait rien, n'exprime rien. Si tu dis je va exprimer des choses, alors on retombe dans le personnage. Il y a que mon personnage qui exprime des trucs. On pourrait même dire que c'est Ishvara qui s'exprime à travers moi, hein, si on veut vraiment pousser l'enseignement à des niveaux plus élevés, hein. Euh, Ça, c'est une forme qu'a prise Ishvara, Dieu, l'intelligence cosmique aux commandes du monde manifesté. Mais elle est même pas à ces endroits-là, Gangamira, là, hein. Je sais pas ce qu'elle nous fait, mais elle mélange plein de trucs, quoi. La conscience ne fait rien. Elle ne fait rien. Elle est ce qui permet le mouvement. Elle est ce qui permet les choses, l'existence des choses. C'est la source, en fait, aussi. Mais la conscience que je suis est impersonnelle, hein. Elle n'a pas de corps, elle n'a pas de désir, donc elle n'a pas de corps pour dire de faire des actions, elle n'a pas de désir pour dire je veux faire ceci ou cela, hein, comme dans le New Age, on nous dit que ah, mon âme veut vivre cela, veut... Non, rien à voir. Rien à voir. Ishvara t'a programmé avec un karma, un dharma, un svadharma, etc. etc. Voilà, point. C'est un truc ultra programmé qui joue au niveau collectif. Mais ta conscience, elle veut rien du tout, elle s'approprie rien du tout. C'est juste qui permet l'observation elle-même. Spontanément. Mais ne sois pas hypnotisé ou ne sois pas euh, trompé par le fait des expressions. Je ne vois plus rien. C'est une expérience, ça devient une expérience. Donc ne sois pas trompé. C'est une expérience, mais ce n'est pas ce que je suis vraiment. Ce n'est pas ce qui a Ok, c'est observé. provoqué cette expression. Et là, on voit de nouveau les problèmes de niveau et de compréhension même de Gangamira, hein. Elle dit ce jeu, c'est pas l'expérience elle-même parce que ce qui est vu, c'est une expérience. En fait, elle pourrait revenir à l'enseignement de base et dire tout ce qui est vu, expérience ou pas, c'est un objet.
parce que les expériences sont des objets pour le Vedanta, euh, et revenir à ce qui ne bouge pas, quoi. J'ai de nouveau perdu le fil. Je suis distraite aujourd'hui. J'ai du mal à saisir. Ah oui, oui, c'est ça. Elle dit un truc, ça me revient. Qu'est-ce qu'elle dit? Que je suis vraiment. Ce n'est pas ce qui a provoqué cette expression. Là, elle dit, ce n'est pas ce qui a provoqué cette expression. Bon, je suppose qu'elle veut dire cette expérience, ce machin. Mais de nouveau, si tu lui parles du soi, de Atman, ce qu'elle est, ce n'est même pas Atman qui provoque non plus cette expression, comme tu dis. Atman, c'est ce qui permet aux choses d'exister. C'est la conscience qui brille sur la réalité transactionnelle. Donc, ce monde manifesté, etc., qu'on appelle la réalité transactionnelle aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des transactions entre un sujet et un objet. La conscience que je suis, elle brille là-dessus. Et donc, elle permet les transactions, elle permet les mouvements, elle permet les formes. Mais dans cette réalité transactionnelle, Ishvara, Dieu, est celui qui agit à travers moi, est celui qui programme le tout. Ça et les gunas. Les gunas sont aussi les qualités de l'existence. Et c'est ce qui fait que tout d'un coup, il y a une pulsion. C'est ce qui fait que tout d'un coup, il y a un désir ou une mélancolie, etc. Là, ce sont les gunas qui arrivent. Et tout ça, en fait, ce sont des éléments du monde manifesté. C'est très, très précis, en fait, hein, mais c'est certainement pas le soi que je suis qui joue dans le monde manifesté. Le soi que je suis, c'est juste, euh, t'as une lampe, et puis ça, c'est le monde manifesté, et t'as l'électricité, c'est le soi. L'électricité est ce qui permet à la lampe de briller, en fait. C'est le flux de l'existence qui permet au truc de fonctionner. Mais l'électricité n'est pas la lampe, l'ampoule, n'est pas la lumière, etc., etc. Elle permet ça. Et l'électricité est intemporelle. La lampe, tu peux la casser, tu peux l'éteindre, tu peux faire tout ce que tu veux. L'électricité, elle est là, elle existe. Elle permet les choses. Par contre, le mécanisme on-off, eh ben, c'est Dieu, c'est Ishvara qui permet les choses. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, mon analogie est pas terrible, mais voilà ce qui se passe. Donc là, Gangamira clairement ignore les enseignements du Vedanta, hein, parce qu'on croit souvent que sa lignée, Papaji et tout ça, sont des maîtres védantins, mais non, ce sont des néo-advaitins. Donc Advaita veut dire non-dualité. Le Vedanta est Advaita aussi. Il te prouve la non-dualité de l'existence. Mais comme je disais, c'est une science, une logique, c'est un outil de réalisation du soi, tandis que elle fait partie des néo-advaitins, donc de ces enseignants qui transmettent la non-dualité, mais sans base scriptuaire, avec des énormes raccourcis. Et puis, ben, comme il n'y a pas la base scriptuaire, donc les enseignements qui t'offrent cette vérité avec le grand V et qui t'expliquent exactement, comme je disais, ce que nous sommes, qui est Dieu et quel est son monde, mais du coup, ça fait des gros mélanges et c'est pas cohérent, c'est pas clair et c'est compliqué pour la personne qui est en face, quoi, qui a des demandes hyper concrètes. J'ai du mal à saisir. J'essaye, mais c'est. Sans blague. Mais moi aussi, j'ai du mal à saisir ce que Ah c'est. ben oui, tu sais On pas ne ce peut que pas c'est. saisir ce que c'est. Désolée. Mais si qu'on peut saisir, tu vois, ça a fait rire à Gangamira. Je suis désolée, mais c'est parce que t'as pas eu l'enseignement toi non plus, donc tu sais pas bien expliquer, quoi. Tu sais pas bien expliquer. Ouais. Si, on peut l'expliquer. Moi, je viens de vous l'expliquer. Je viens de vous l'expliquer. Toutes ces questions, des réponses extrêmement concrètes, quoi. Et c'est pas mes réponses à moi, Delphine de Beauve, hein, c'est vraiment le Vedanta. Hein. Lis les textes et tu vas retrouver toutes tes réponses. Hein. C'est très juste. Ben non. Tout ce que tu saisis, ça devient personnel. Oui, ça c'est vrai. De nouveau, hop, elle se rabat sur un truc juste. C'est d'où laisser passer les pensées, les émotions sans les accrocher, sans s'y agripper.
Là, c'est marrant parce que la jeune fille, elle vient de dire un truc hyper intelligent, en fait, qui est beaucoup plus relevé que tout ce que Gangamira. Enfin, non, là, j'exagère. Gangamira dit plein de choses vraies, mais de nouveau, c'est comme si elle allait chercher des trucs qu'elle avait entendus, qui font plus ou moins sens par rapport à la question qu'elle posait. Et elle me fait une espèce de gros potage, là, avec plein de trucs et tout. Sauf que il y a plein de niveaux différents dans le potage. Et l'ensemble, c'est pas très harmonieux. Mais la fille, là, elle vient dire un truc très vite, très fondamental. Donc, en gros, pour me débarrasser du truc, enfin, elle l'a pas exprimé, mais je suppose que c'est ce qui se passe dans sa tête, et ce qui est légitime. Elle dit, en gros, je dois arrêter de m'accrocher au truc. C'est exactement ça. Et c'est ce qu'on appelle Vairaja, donc le détachement. C'est un des prérequis pour moksha, la réalisation du soi. Donc, Vairaja, c'est le détachement par rapport à mon système émotionnel et donc mon système de pensée, tout ce qui se passe là-haut en fait. Mais c'est pas tout le monde qui arrive au détachement. De nouveau, ça demande préparation tout ça. Et l'esprit doit être préparé à pratiquer le détachement, Vairaja. Tout comme Viveka, la discrimination. C'est des prérequis très concrets. Et pour ça, la technique, c'est le karma yoga. Hein. On revient toujours au karma yoga de toute façon. Hein. C'est un incontournable dans le Vedanta, karma yoga, karma yoga. C'est une façon de vivre son existence qui permet la purification de l'esprit et de calmer tout ce jeu en fait mental, émotionnel et voilà. Ce n'est pas une façon de vivre, c'est pour réaliser qu'il y a autre chose que tout ce qui se passe. Et bam, elle vient de lui dire, ce n'est pas une façon de vivre. Ben si, le détachement, c'est une façon de vivre, c'est un prérequis. Mais D'accord. Ok. Merci. Parce qu'une fois que tu as vu, mais c'est pas voir avec les yeux, mais une fois que tu as, j'ai pas un autre mot que réaliser, c'est embêtant, mais bon. ben, assimiler, intégrer, Réaliser, compris. Tu as vu une fois pour toutes, une fois que tu as pris conscience que tu étais un être humain, mais tu le sais, tu n'as pas besoin de toujours en avoir l'expérience. Tu le Elle part dans des trucs. Une fois que tu as réalisé que tu es un être humain, on n'a pas besoin de te l'expliquer, tu sais que c'est fait. Déjà, c'est le pire exemple qu'elle aurait pu choisir. Parce que justement, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'arrêter de s'identifier à l'être humain. Enfin bon, c'est un mauvais exemple, mais c'est vrai que ça marche dans le truc. Et c'est exactement ce que j'ai dit à un moment donné. La conscience que tu es, tu peux pas remonter dessus. C'est l'expérience que tu fais au quotidien, en fait. Peu importe ce qui se passe dans ton existence. Tu ne pourras jamais voir la conscience ni expérimenter la conscience. Ce fameux qui suis-je, là qu'elle lui demandait de faire. La conscience, c'est une évidence. C'est l'évidence que tu existes. Tu sais que tu es là. Tu n'as pas besoin du corps pour savoir que tu es là. Tu n'as pas besoin de penser pour savoir que tu existes. Tu n'as pas besoin d'avoir des émotions ou de vivre des expériences, que ce soit des expériences samadhi, nirvana, kundalini, etc. et toute cette panoplie pour savoir que tu existes. La conscience, c'est ça. C'est tu sais que tu es là, tu sais que tu existes. C'est juste ça que tu dois comprendre. Et le Vedanta vient corriger, en fait, grâce à la vision juste qu'il t'amène. En fait, le Vedanta ne t'apporte rien en plus, parce que tu es déjà ça. Tu es déjà cette existence. Tu sais déjà que tu existes. Sauf que, à un moment donné, non, pas à un moment donné. En fait, tu te prends pour ce que t'es pas. Tu te prends pour l'humain. C'est pour ça que je dis que son exemple est vraiment très mauvais. Tu te prends justement pour l'humain. Tu te prends pour ce corps. Tu te prends pour ce que tu ressens. Là, je parle des sensations physiques. Tu te prends, allez, pour tes émotions, tes pensées. Tu te prends pour une personne séparée et tu te prends pour tous ces moments d'extase, etc. Ce sont, je viens de citer ici en fait les koshas, les 5 voiles sur ta conscience qui font que tu te prends pour ce que t'es pas, notamment ce petit humain. Et le Vedanta, qu'est-ce qu'il fait? Il retire ses couches, en fait, une par une. Il déconstruit ton système de pensée
avec sa logique. Graduellement, il te remet le cerveau à l'endroit. Il t'offre une vision juste sur ce que tu es et ce que tu n'es pas. Et du coup, plus tu changes ta façon de penser, du coup tes perceptions, du coup ton expérience. Et c'est ça qui va faire que tu réalises le soi en fait. Parce que tu te rends compte, oh putain, mais c'était toujours là. La réalisation du soi, c'est un non-événement. Parce que tout d'un coup, tu réalises que tu as toujours été ça. Putain, j'existe, je suis là. Pas parce que j'ai un corps, pas parce que j'ai ceci, pas parce que j'ai cela. Donc, c'est une bascule dans ton système identitaire. Tu te rends compte en fait que ton identité première et primaire, c'est cette conscience qui est présente. C'est l'existence elle-même. C'est ce qui fait que tu sais que tu existes. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Et ensuite, tout ce corps, etc., c'est que je dis souvent, c'est comme si tu regardais l'existence depuis un trou de serrure, le monde depuis un trou de serrure. Ben toi, tu vis cette réalité transactionnelle, ce monde d'illusion, l'ignorance, Maya, à travers ce personnage. Tu vis ça, tu expérimentes, tu goûtes au monde à travers ce personnage. Et c'est le personnage qui goûte, hein. La conscience, elle goûte pas, elle l'illumine, elle rend le truc possible. Et c'est toi qui fais les expériences, enfin, ce personnage. Quand je dis toi, ici, c'est le personnage. C'est hyper important de comprendre les niveaux. Qui est qui? Qui est ce jeu? Le sais profondément, même si tu vis avec d'autres expériences. C'est même pas qu'on le sait profondément, c'est que c'est une évidence. Le soi est auto-évident. Parce que quand on dit tu le sais, de nouveau, il faut bien faire comprendre, le personnage le sait enfin, mais la conscience, c'est pas la conscience qui sait, c'est le personnage qui réalise que. Le travail du Vedanta, le travail de la réalisation du soi, ça concerne le personnage. Hein. La conscience n'a pas besoin d'être réalisée. Hein. Elle est l'existence elle-même. C'est comme ça la réalisation de l'être. C'est vu. Donc, compris. Je ne sais pas si tu connais cet exemple de la corde et du serpent. Il fait très connu. La nuit tombe et je dis oh, il y a un serpent. Bon, alors ton ami qui est là dit non, non, je connais l'endroit, c'est une corde. Je m'approche et je dis ah oui, c'est une corde. Donc chaque fois, tous les soirs, quand tu passes par là, même si ton corps se dit oh c'est un serpent, tu vas rire, tu vas dire oh ben non, je sais que c'est une corde. Une fois qu'on a vu que c'était la corde, il n'y a plus de recherche, il n'y a plus de chercheurs. Alors ça, c'est un merveilleux exemple qui a été de nouveau balancé à la va-vite. Et d'ailleurs, l'histoire de la corde et du serpent est un grand classique dans l'enseignement traditionnel du Vedanta. Et la vraie histoire, en fait, complète, c'est comment un homme, en fait, un voyageur qui traverse un village à la tombée de la nuit et il a très soif et il voit un puits et il s'approche du puits pour pour s'abreuver et il voit un serpent et donc il recule et il se retrouve entre ce besoin d'épancher sa soif et la peur du serpent en fait. Et c'est là qu'un grand sage arrive et le sage lui dit ceci est la corde pour faire descendre le seau avec la poulie, etc. Ceci est la corde, tu n'as pas à en avoir peur. Ce n'est pas un serpent, c'est la corde pour plonger le seau dans le puits. Et cette parabole est extrêmement puissante parce que il y a plein de symbolique derrière le tout. Le voyageur en fait assoiffé, c'est qui? C'est le chercheur en quête de vérité. C'est le chercheur spirituel. Et donc il arrive assoiffé, il en peut plus, il veut réaliser le soi. Et donc ça c'est hyper important parce que ça montre le parcours en fait spirituel. Pour réaliser moksha, la réalisation du soi, la libération, pour reprendre le terme, la traduction fidèle de moksha en sanskrit. Donc, pour connaître la libération, un des prérequis, de nouveau, c'est mumukshu, c'est le désir brûlant de la réalisation du soi. Et donc, il a soif et donc il veut étancher sa soif, ce voyageur.
Et puis, du coup, il y a le grand sage qui arrive. De nouveau, c'est un symbole très fort. Quand la personne est prête pour moksha, quand la personne a cette envie, le maître arrive. C'est connu hein, en spiritualité. Hein, quand tu es prêt, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Le Vedanta reconnaît ça aussi. Ishvara t'envoie le Vedanta à travers un maître qualifié. Ici, dans l'histoire, c'est le sage qui arrive. Ensuite, qu'est-ce que le sage fait? Et ce que je suis en train de vous dire, justement, le Vedanta, il t'amène la vision juste. Il arrête, il retire en fait toutes les illusions de ton esprit. Tu te prends pour ce corps, tu te prends pour ceci. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, ce sage, dans l'histoire, dans cette parabole? Il lui dit, regarde, c'est une corde. Il lui amène la vision juste. Pourquoi? Parce que c'est un maître qualifié. Le maître qualifié a appris lui-même avant la vision juste. Et donc, une fois que, du coup, il a vu que c'était une corde, il va pouvoir s'en servir. Le maître n'est pas là pour faire à la place. Il est là pour t'amener juste la vision juste. C'est à toi à descendre le seau, c'est à toi à prendre, et donc c'est à toi à pratiquer, c'est à toi à faire ce qu'on va t'indiquer de faire. Et alors cette image du seau qui doit descendre, comme dans n'importe quel puits pour aller chercher l'eau qui est justement, allez, qui va être la réalisation du soi, qui va étancher enfin la soif et donc qui va mettre fin à la quête. Euh, et ce seau, il doit d'abord, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit descendre dans le puits. Donc, il doit aller voir les profondeurs. Parce que le Vedanta fait pas de cadeau. Il va falloir aller voir toutes tes profondeurs, toutes tes croyances, parce que derrière les croyances, il y a les souffrances. Et derrière les souffrances, il y a toute la noirceur de ce que nous sommes aussi. Toutes les choses dont on a honte et qu'on n'a pas envie d'aller voir. Et ça, il va falloir aller dedans, quoi. Il va falloir aller jusque dans la boue, en fait, hein, pour reprendre l'image du lotus. Et donc c'est ça cette analogie, elle est extrêmement belle, elle est extrêmement puissante. Il y a plein de messages en fait derrière la parabole du seau et de la corde, enfin oui, de la corde et du puits. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus. Allez, là de nouveau on a pris un gros raccourci. Je m'arrête ici parce que j'approche à l'heure. Voilà, j'ai ma main. J'ai le truc élevé. Je m'arrête ici parce que oui, j'approche déjà l'heure d'enseignement. Euh, que dire de Gangamira? Gangamira, très belle personne, très lumineuse. Hein. On sent que, allez, qu'elle est là vraiment pour aider les autres. Attention, je le dis toujours, chaque enseignant spirituel a sa place sur la scène spirituelle. Il y a des étapes très clairement sur un parcours spirituel. Comme je l'ai expliqué avec les mathématiques, il y a un parcours. Et donc, à chaque étape, va avoir son enseignant. Et donc, des gens comme Gangamira ont tout à fait leur utilité. Mais on n'est pas à l'étape finale de la réalisation du soi, parce que c'est extrêmement flou. Euh, ça va piocher, et d'où la confusion par rapport au chercheur sincère. Le chercheur sincère, en fait, parce qu'il entend des bribes de vérité, parce qu'elle a dit des choses justes par rapport aux objets, elle a dit des choses justes par rapport au soi, par rapport aux événements qui naissent et qui meurent. Euh, Même l'analogie de la corde ici, dont elle vient se servir très vite, parce que donc, pour finir aussi l'analogie, hein, pourquoi elle s'est servie de la corde? En disant oui, je crois que c'est le serpent, et puis ton ami te dit non, hein, c'est un sage, c'est un maître qualifié qui a la vision juste. Donc, comme je vous l'ai dit, le Vedanta ne nous apporte rien, il déconstruit jusqu'au moment où tu as la vision juste, et cette réalisation du soi est le plus grand non-événement sur ce parcours spirituel en fait. Ça n'a rien à voir avec des flashs et des expériences puissantes, etc. On aime ça, donc on recherche ça, mais c'est pas du tout ça la réalisation du soi. La réalisation du soi, c'est justement cette vision juste et où les choses deviennent irréversibles. Une fois que tu as vu la corde, plus jamais tu vas la prendre pour un serpent. C'est plus possible de voir autre chose qu'une corde. Et la réalisation du soi, c'est exactement ça. La libération, c'est moksha, c'est exactement ça. Bref, Gangamira se sert d'éléments comme beaucoup de néo-advaitins ont entendu des trucs super géniaux, des trucs vrais du Vedanta et donc viennent te bombarder de ça. Et le problème pour les chercheurs, en fait, c'est que comme il y a des éléments vrais dans leur discours, ben, on pense que ils maintiennent la vérité avec le grand V. Sauf que non. Ils ont encore eux-mêmes de l'ignorance. Ils n'ont pas encore la vision complète pour la grande majorité. Et en tout cas, ici, il y a tellement de confusion
dans ce qu'elle répond, il lui manque une vision à 360 degrés, exactement comme nous l'offre le Vedanta. Il n'y a aucun coin, aucun recoin dans la vision qui est laissée dans l'ombre. Tout a été scruté dans le Vedanta. Ça répond à toutes les questions de manière logique et précise. Et c'est hyper important que vous compreniez que votre esprit, on doit travailler avec, le mental, on doit travailler avec, et il doit s'approprier les choses pour que ce soit justement vu, compris et donc irréversible, permanent. Et pas un flash et puis après je reprends ma vie et paf. Donc Gangamira, c'est définitivement pas un maître védantin. C'est un enseignant qu'on classe dans la tradition néo-advaita. Donc, comme je disais, ces enseignants de la non-dualité, mais qui prennent des méga raccourcis, qui ne s'encombrent pas de textes. Même quand elle reprend une parabole, ben, on voit toute la magnifique symbolique tombe à l'eau. C'est dommage, parce qu'il y avait beaucoup à dire derrière ça. Et donc oui, ça a son utilité, mais pour les chercheurs avancés, ceux qui sont comme ce voyageur qui ont vraiment soif de vérité et qui ont vraiment, vraiment envie de la réalisation du soi, tournez-vous vers le Vedanta. Ça va répondre à toutes vos questions et c'est vraiment ce qui va vous faire passer enfin la dernière étape et le cap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo, posez-les ou des commentaires. Allez, je réponds toujours avec grand plaisir.